Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on reçoit Marie, la fondatrice de Puissante, une marque de sextoy, mais pas que. Marie, bienvenue. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu qui tu es et expliquer ce qu'est Puissante? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie Comac, j'ai 30 ans. J'habite à Aix-en-Provence et j'ai monté effectivement une boîte de vibro, boîte de bien-être féminin, parce que j'ai toujours trouvé que c'était assez mal amené et que c'était très important pour les femmes de se masturber, parce que ça permet de se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ça permet de se sentir bien avec soi. Et donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'ai monté cette boîte. Et voilà. Je voudrais me poser des questions. Ah bah oui. Ah ouais, là c'est sûr qu'on a plein de questions pour toi. Je trouve hyper cool de pouvoir parler de ça aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un sujet dont on entend un peu plus parler depuis justement 3-4 ans, mais qui reste encore très tabou, où il y a encore pas mal de censure aussi au niveau du marketing, au niveau des réseaux sociaux. Donc il y a plein de contraintes que d'autres business et d'autres entrepreneurs n'ont pas forcément. Exactement. Donc du coup c'est hyper cool de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Donc déjà, d'où t'es venue cette idée de lancer Puissante? Et parce que de base, t'étais salariée, t'as fait des études dans ce domaine ou pas du tout? Enfin, dans ce domaine, il n'y a pas vraiment d'études en... Ouais, c'est ça, il n'y a pas trop d'études. Si, j'aurais pu faire sexologue, mais... Sexologue, ouais. Non, j'ai fait une école d'ingé et une école de commerce. Okay. Et en fait, moi, j'ai utilisé un vibro, je devais avoir 17 ans, parce que j'avais regardé Sex and the City, que ça m'intriguait vachement. Et du coup, j'ai acheté un vieux rabbit rose, translucide, habillé, un truc absolument affreux, mais qui est très efficace. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi. Et en fait, même une pote, elle me regardait très bizarrement. Elle s'était là, mais déjà, à quel moment tu décides d'acheter ça? Et en plus, elle se disait que jamais elle utiliserait ça. D'où cette idée. Et en fait, après, donc j'ai fait mes études, je suis venue à Paris, j'ai bossé un peu. Et ensuite, je suis rentrée chez mes parents en Bretagne et je me suis dit, franchement, en fait, j'avais fait donc 6 ans d'études et j'avais fait un stage en conseil et j'avais bossé dans une start-up et les deux m'avaient absolument pas plu parce que je pense que le côté salariat me plaisait pas. Et je me disais, si j'ai fait tout ça pour ça, ça va être très très long en fait. J'ai fait 40 ans de ça. Et j'avais encore toujours cette idée derrière la tête. J'avais participé à pas mal d'événements autour de la sexualité, etc. Et je me suis dit, franchement, fais-le parce que tu vas trop le regretter. Et au pire, de toute manière, tu reviendras juste au même stade, c'est-à-dire chez tes parents. Puis voilà. Pas très grave. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019 et on s'est lancé sur Ulule, donc une plateforme de précommande en janvier 2021. Ok. Et donc, du coup, quelle a été la démarche initiale quand tu t'es dit, ok, j'ai cette idée, j'ai envie de me lancer là-dedans? Comment est-ce que tu t'y es prise? Est-ce que tu as lancé un site? Est-ce que tu as commencé à développer des produits? Comment est-ce que tu as dû lever des fonds auprès d'une banque? Est-ce que tu as dû faire un crédit? Est-ce que tu as besoin de capital peut-être pour te lancer? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Explique-nous un petit peu. Je sais que j'avais beaucoup de questions. Mais quel a été ton raisonnement? Tes premières étapes peut-être du projet? Ouais. Alors, étude de marché, non, pas forcément, parce que en fait, je connaissais très bien le marché, parce que ça faisait du coup plusieurs années un peu que j'étais dans le truc, on va dire. Donc, pas forcément. Et d'ailleurs, quand j'en parlais autour de moi, je disais, je vais monter une marque de vibro avec Telcom et tout, ça va être trop bien. Et les gens me regardaient et c'était là, mais c'est absolument pas différenciant, ça va rien changer. C'était surtout des hommes qui me disaient ça. Je me disais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est pas amené de la manière dont les femmes auraient besoin. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant, parce que les gens, ils ont absolument pas conscience du truc. Ça rigole. Mais voilà. Et ouais, non, première étape, ça a été vraiment de dessiner un vibro. Enfin, dessiner une forme. À la base, je voulais le faire Made in France, parce que je voulais aussi que ce soit ça le différenciant.
Donc, j'ai contacté pas mal de boîtes qui font du silicone en France ou du plastique pour voir un peu ce qu'il était possible de faire. Et au final, c'était pas possible de le faire en France. Donc du coup, j'ai cherché des fournisseurs en Chine. Et à partir de là, on a commencé à faire des échanges donc de dessins. En fait, moi, j'ai dessiné les choses. J'ai dit, à tel endroit, je veux tel truc. À tel endroit, je veux tel truc. Enfin, je veux telle fonction. Voilà. Et ensuite, échange de proto, etc. Et du coup, pour arriver au proto final. Après, moi, j'avais un peu d'argent de côté. On a cherché justement, pendant la campagne Ulule, à lever des fonds pour faire une campagne Ulule encore plus forte, entre guillemets, pour avoir plus d'argent, pour faire plus de marketing. Donc on allait voir des banques, c'était un peu compliqué parce que le sujet, parce que tu te retrouves face à 5 mecs entre 50 et 60 ans et qui comprennent absolument pas le truc. Enfin voilà. Ouais, pas encore une fois un peu tabou et c'est pas très clair pour eux. Mais finalement, juste après la campagne Ulule, on a trouvé une super banquière qui nous a suivis. Une femme donc. Une femme qui a carrément compris le truc. Et voilà, je pense que j'ai un peu répondu. Et du coup, donc avant de lancer la première campagne, c'était tes fonds propres en fait, il n'y avait pas de financement externe. C'était mes fonds propres et ceux de mon associé. Mais... Ok. Et du coup, le développement également, c'était entièrement vous. Vous n'êtes pas passé par quelqu'un qui sait faire, je sais pas moi, je sais même pas ce qu'il faut comme compétence pour développer un produit, mais pour faire, je sais pas, du dessin 3D ou le moteur qu'il y a dedans, enfin ce qu'il y avait, ou c'était vraiment vous? En fait, le dessin 3D, je pense que j'ai fait faire des ébauches vite fait à des potes d'école d'ingé. Parce que j'avoue, moi, je n'étais pas trop une star en école d'ingé sur les dessins 3D. C'était pas trop ma passion comme matière, donc voilà. Mais j'avais des potes qui sont assez geeks de ce truc-là. Donc il me semble qu'ils avaient fait, et on avait dû avoir un premier brouillon, entre guillemets, comme ça. Mais sinon, non, et ça, c'est vraiment un conseil à tous les gens qui veulent, de toute manière, développer des produits, c'est qu'une fois que tu trouves un fournisseur, généralement, tu travailles main dans la main avec lui. Ouais. Et il te sort des trucs, en fait. Enfin, eux, ils ont... alors après, plus spécifiquement en Asie, ils ont des bureaux d'études là-bas qui font aussi des trucs très bien. Oui, ils ont l'habitude de... Oui, ils ont carrément l'habitude. Et tu disais qu'en France, c'était pas possible. Pourquoi ? Parce que... il n'y avait pas justement ce travail main dans la main, ou parce que par rapport au volume que tu souhaitais faire, c'était pas encore possible. Pourquoi est-ce que finalement en France, tu l'as pas fait du coup ? Et parce que, en fait, il y a plusieurs raisons, mais la principale, je pense que les Français n'ont pas les bonnes machines, que ça demanderait beaucoup trop d'investissement pour eux d'acheter les machines pour faire ce truc-là. Et tu vois, on est passé à la télé, qui veut être mon associé il y a quelques temps, et suite à ça, on a été contacté par pas mal de boîtes françaises nous disant si, venez chez nous, moi je suis sûre que c'est faisable et tout. Et donc on a parlé avec elles, et au final il n'y en a aucune avec qui c'est possible d'avoir ce rendu-là de silicone en fait, parce que nos produits ils sont hyper doux et ils n'arrivent pas à faire le même silicone en fait. Ok. De toute façon, dans les sextoys, 99,9% des sextoys sont fabriqués en Chine, en Asie. Ouais. C'est c'est un truc. Je sais même pas s'il y a un autre pays qui fait ce genre de... Il y a une marque en Allemagne qui fait en Allemagne, Fun Factory. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Et moi, c'est ça aussi, tu vois, j'étais vraiment en train de m'écharper pour trouver un truc. Enfin, voilà, vraiment, je suis allée à Oyonnax, dans des usines et tout. Enfin, j'ai rencontré des gens pour essayer de faire ça. Et un jour, j'ai écouté justement un podcast d'un mec qui avait monté aussi une boîte de vibro et qui disait, en fait, c'est en Chine et c'est comme ça. Et que, tu vois, tous les iPods, ils sont faits en Chine, les iPhones, ils sont faits en Chine. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait. Oui, tu vas pas essayer de révolutionner le truc là, alors qu'effectivement, surtout tu sais sur où un ça produit comme ça, si tu veux, personne va acheter un vibro 400 balles sous prétexte qu'il est fait en France. Quoi. Non. C'est impossible. Oui, il y a certains produits pour lesquels ça peut être vraiment, il y a cette vraie plus-value de dire ça a été fabriqué tu vois, ici. les vêtements, enfin oui, c'est clair. Ouais. Mais il y a des produits pour lesquels tu vas. C'est pas nécessaire. Ouais. Il y a d'autres caractéristiques qui sont bien plus importantes et à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui a un savoir-faire, au bout d'un moment, faut choisir le savoir-faire et il faut pas forcément jouer que la carte du Made in France parce que, comme tu dis, au bout d'un moment, il n'y a pas que ça qui vend et surtout pour ce produit-là, les gens ils s'achètent plus pour le produit et pour ce que ça produit derrière que juste parce que c'est Made in France. Donc, absolument. Ok. Non, vas-y. Non, j'allais dire parce que du coup, il s'est passé 2 ans entre le moment où, enfin, même plus parce que tu y réfléchissais déjà depuis un moment, mais t'as mis ton énergie sur Puissante en 2019. Pendant ces 2 années, outre du coup le travail autour du produit, est-ce que du coup, tu nous disais un peu tout à l'heure, commencé à communiquer un peu autour de ça, donc tu as créé le compte Instagram Puissante, j'imagine que c'est là où tu as commencé un peu à partager aussi et démystifier un peu et enlever les tabous autour de la sexualité. Oui, à fond. J'ai commencé le compte et je partageais pas mal de trucs autour de la sexualité, du féminisme, enfin de tous ces sujets-là.
Et je teasais pas mal en disant ça va bientôt arriver et tout. Et c'était marrant parce que, enfin c'est toujours marrant d'ailleurs, mais c'est rigolo parce qu'au début la communauté elle est vraiment hyper proche. Et tu vois, les gens ils t'envoient des messages très facilement. Ce qu'on refait, on reçoit toujours des messages quotidiennement sur le compte, mais c'est moins le début quoi, et c'est moins, je sais pas comment dire, mais voilà. Mais du coup ouais, t'avais vraiment un engouement autour de ce produit qui allait sortir et tout, et c'était énorme. Nous, quand on a commencé à livrer, tu vois, en mai-juin, je pense, 2021, on a commencé à livrer les premiers produits, du coup. Et les gens nous envoyaient j'attends le facteur avec impatience, machin. C'était trop comme des fous. Et c'est trop rigolo, quoi. Enfin, c'était assez énorme. C'est trop ouf. Et j'allais dire, est-ce que j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui t'envoient des messages après pour te dire l'utilisation du produit. Enfin, je pense qu'il y en a qui devaient le faire. Est-ce que tu as utilisé le retour des clientes et des clients sur les produits pour développer les suivants, ou tu étais déjà sur d'autres réalisations avant d'avoir le retour là-dessus? Non, ouais, on écoute vachement les clientes et les retours des clientes pour trouver les produits d'après. Après, moi, le but, ça n'a jamais été de faire une gamme de produits, je sais pas, 20 produits par exemple. Ouais. Je pense que ça sert un peu à rien. Mais je dis ça, si ça se trouve dans 5 ans, il y en aura une thèse. Mais... Non, en vrai, je pense pas. Et je pense que là, on va en faire encore 2-3. Et après, on va s'arrêter là parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas non plus 1 milliard de stimulations différentes, je pense. Mais à voir. Et du coup, dans justement le développement des produits, donc tu utilises le retour des clients-clientes. Est-ce que vous travaillez aussi avec justement le bureau d'études de l'usine? Est-ce que vous travaillez avec des sexologues? Est-ce que vous travaillez avec différentes personnes pour développer aussi les produits, ou c'est vraiment encore toi qui te charges de ça dans la boîte et le retour cliente? C'est franchement principalement moi qui dessine en fonction des inspi, etc. et des retours clientes. Et après, encore une fois, main dans la main avec le bureau d'études en Chine pour les différents retours. Après, on les fait tester, bien sûr, un panel de femmes. Mais on était allé voir au début des sexologues, etc., pour avoir un peu des avis, entre guillemets. Et tu vois, le coco, par exemple, c'est hyper intéressant. C'est que t'as je suis vraiment stupide de ne pas en avoir amené. Mais t'as un côté, du coup, succion, donc juste sur la partie externe du clitoris. Et après, tu peux le plier ou non pour pénétrer. Et ça, en fait, les sexologues nous disaient que c'était hyper intéressant parce que pour les personnes qui ont du mal, justement, avec la pénétration, tu peux vraiment y aller tout doux, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui peut t'aider à retrouver une sexualité épanouie parce que tu peux te servir de ça et que c'est vraiment un objet qui est très fin, en fait, in fine. Mais après, je pourrais pas dire que ça a été médicalement créé, parce que c'est pas, tu vois, on n'a pas créé ça comme ça. On a créé ça en se disant, en gros, tu as 85% des femmes qui ont des orgasmes par stimulation externe du clitoris. Et du coup, tu en as 15% qui ont besoin de pénétration. Et du coup, l'idée, c'était de faire un truc qui puisse convenir au plus grand nombre, quoi. Ouais, absolument. Bon, du coup, tu disais, donc, c'est toi qui as continué à garder cette patte-là et de dessiner. Sur le reste du développement de l'équipe, comment ça s'est passé? Parce que toute la logistique passe encore par la Chine. Est-ce que tu as d'autres personnes ici qui t'aident sur ce projet? Enfin, comment s'est développée l'équipe aussi au fur et à mesure? La première personne qu'on a employée, c'était une personne pour la communication, pour nous aider sur la communication, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Maintenant, il y a 5 personnes qui bossent sur la communication, il y a 2 personnes qui bossent sur le graphisme. Donc, tu vois, dès que tu sors un nouveau produit, il faut faire toutes les boîtes, normal. Et puis également pour tous les contenus Insta, etc., il faut que ce soit très joli et tout. Et après, on a une personne effectivement qui nous aide sur les achats justement avec la Chine, donc qui passe les commandes, qui gère tout ça. Et ensuite, on a 2 personnes au digital qui s'occupent du site internet et une personne qui est commerciale et qui développe les points de vente. Ok. Parce que du coup, vous êtes dans des points de vente physiques également? Ouais, on est dans pas mal de points de vente. Hein. On doit être dans 150 boutiques, je pense, un peu partout dans le monde. Dans le monde? Ouais, c'est rigolo. Ah ouais, vous êtes en dehors de la France aussi? Mais non. Mais c'est énorme. Et attends, comment ça s'est passé ça? Le Japon, c'est marrant, c'est eux qui nous ont contactés. Mais génial. Et ouais, c'est assez énorme. Et après, non, on est, tu vois, on est en Belgique, Suisse, ça voilà. Je pense il y a quelques shops qui nous revendent en Espagne. On est aussi au Canada. Et du coup, c'est des shops indépendants ou c'est des chaînes? Non, c'est des shops indépendants. En France, tu vois, notre plus gros client, c'est Passage du Désir. Okay. C'est une chaîne. Et après, dans les autres pays, non, c'est que des indépendants. Ok. Et comment ça se passe, ça? C'est vous qui avez mis en place ce canal de distribution, ou c'est vraiment eux qui sont venus vous chercher en disant
ok, on veut commercialiser votre produit, comment est-ce qu'on peut faire? Non, c'est nous qui allons le chercher. Ouais. Donc vous avez quelqu'un qui est dédié à ça en fait pour vraiment le développement, qui va identifier les boutiques, qui va. Et comment ça se passe quand c'est à l'international, parce que t'as des problèmes non seulement logistiques mais aussi, c'est pas la même. Douane. La douane, c'est pas l'euro partout. Enfin, comment est-ce que. Oui, c'est vrai. Non, mais alors c'est pas moi qui m'en charge, mais je sais que parfois t'as des colis qui sont bloqués pendant 2 mois, etc. Parce que la douane, justement. Super. Mais à part ça a l'air de plutôt bien se passer. Non, je sais pas, tu fais des changements de devises. Nous, on a un décompte en dollars aussi. Ok. Pour essayer de pas trop perdre d'argent sur les changements de devises. Mais ça se fait. Après, tu vois, là, c'est marrant, on en parlait hier. On a envie d'aller aux États-Unis. On se dit, vas-y, on y va, facile. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut tout prévoir en amont. Et c'est une question aussi de logistique. C'est est-ce que tu gardes ton stock en France? Est-ce que tu mets une partie de ton stock du coup aux États-Unis? Ou est-ce que tu fais tout partir directement depuis l'Asie? Enfin, il y a plein de questions qu'il faut effectivement se poser en amont. Mais c'est pas si compliqué en fait de. D'accord. J'ai toujours pensé que c'était ultra ultra dur de justement se lancer dans un autre pays parce en que. En fait, il faut vraiment, je pense, être accompagné des bonnes personnes, quoi. Ok. Vous avez fait la démarche d'aller chercher quelqu'un qui connaissait, enfin qui savait amener une marque à l'étranger? Là, pour l'instant, en gros, vu qu'on est juste dans des shops, etc., on n'a rien. Enfin, on a juste démarché des shops et ils nous revendent et on est content. Là, si on se dit États-Unis, on va commencer à faire de la pub dans le pays. On va faire en sorte que notre Shopify, ça marche extrêmement bien avec les États-Unis, que la livraison elle soit pas trop chère, que nanana. Et ça, on se fait accompagner pour le coup. D'accord. Parce que c'est quand même vachement. Oui, c'est tout un autre bébé, quoi. C'est une autre façon de gérer. Enfin, c'est de la logistique en plus, c'est de la com en plus. Du coup, c'est des réglementations différentes aussi. Mais tu vois, notre lubrifiant, je pense qu'on le vendra jamais aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est pas la même. Des normes vachement spécifiques de cosmétiques. En fait, on n'a pas du tout les mêmes normes. Je pense que les normes françaises et européennes, elles sont encore plus strictes, si je dis pas de bêtises, mais ça reste pas les mêmes. Donc, il faut que tu refasses passer tes trucs aux normes et tout. Ah ouais. Et en vrai, sur le lubrifiant, c'est pas du tout là où on fait le plus de. Enfin, c'est pas pour ça qu'on est connu, donc c'est pas très grave si on pas quoi. Parce que du coup, ça va être ma question. Est-ce qu'au niveau des produits, est-ce qu'il y a des réglementations? Donc lubrifiant, ça c'est sûr, mais du coup, au niveau du silicone, est-ce qu'il y a des réglementations à respecter en Europe, aux États-Unis, ailleurs dans le monde? Oui, t'as des réglementations à respecter, mais qui en fait, alors à moins que t'arrives à trouver un fournisseur complètement véreux, bizarre, machin, sinon plus ou moins tous les fournisseurs, j'imagine. Enfin, en tout cas, le nôtre, c'est sûr, mais voilà. Ils sont dans la réglementation et c'est quelque chose, en fait, des vibros. On connaît pas beaucoup de marques, mais il y en a quand même énormément qui sont faits en marque blanche. Et du coup, c'est un business énorme et c'est un nombre de produits qui sortent chaque année qui est astronomique. Donc, bien sûr, tout est légiféré, etc. Ok. Et du coup, quand une fois que le produit il a été vraiment terminé avec l'usine, tu as dû le faire, tu prouves du coup qu'il respecte toutes ces réglementations en France, ou est-ce que tu as pu faire importer tout le stock et commencer à le vendre juste en stipulant du coup que tu respectais certaines... Non, tu le fais vérifier là-bas. Tu le fais vérifier. Avant sortie d'usine et avant... Ouais. Ok. C'est quelqu'un d'externe qui vérifie tout ça, ou c'est quelqu'un en interne dans la boîte qui a l'autorisation de... Enfin, tu peux faire les deux, je pense. Nous, je vais faire externe pour être sûr de... Parce que c'est la première fois qu'on bossait avec eux, parce qu'on connaissait rien en plus. On a dessiné quoi. C'est ça. Non, puis on connaissait pas grand chose sur comment tu fonctionnes avec des usines chinoises et tout. Tu vas te faire envoyer les produits, t'as plusieurs trucs, soit tu fais en ex-work, en fob, en machin. Enfin, t'as plein de trucs en fait que tu sais pas du tout au début. Donc nous, on a pris une boîte externe qui allait auditer toute l'usine. Et comment est-ce que tu as appris justement tout ça? Est-ce que, parce que tu parlais d'un associé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un dans la boîte avait ces compétences-là déjà, ou pas du tout? Vous avez vraiment appris sur le tas, en faisant des recherches, en parlant à des gens? Oui, on a vraiment appris sur le tas. Okay. En parlant à des gens. Moi, j'avais une pote qui bosse maintenant avec nous, qui est en Asie. Et à l'époque, elle était à Shanghai. Et en gros, son taf, c'était justement d'aller auditer des usines pour faire des trucs et tout. Donc, elle nous avait donné quelques pistes en nous expliquant grossièrement le truc. Et maintenant, on est très content d'avoir une acheteuse qui s'occupe de tout ça pour qu'on s'en occupe plus. Parce que j'ai toujours pas exactement compris tout. Mais ça va être égal. Je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Les produits arrivent. Et donc, tout le stock arrive ici. C'est en France que tu as tout ton stock.
Et après, tu redispatches ou c'est l'usine qui envoie directement à tes clients? Non, tout arrive en France et après on laisse du stock en Chine pour tout le marché asiatique en fait. Ok. Du coup, parce que vous vendez aussi en Asie? On Enfin, vend en dehors en Asie, du on vend shopping. du coup de Japon, Corée du Sud. Et puis j'ai pas en tête, mais je crois qu'on a d'autres shops qui nous revendent dans d'autres pays. Et le but du jeu maintenant, ça va être de vraiment ouvrir, parce que ça, donc c'est des shops qui nous revendent. Et le but du jeu, ça va être d'ouvrir sur le site pour que les gens puissent passer commande. Ouais. Oui, c'est que maintenant qu'ils connaissent la marque, vous pouvez facilement, vous avez le trafic qui sera existant parce que vous allez ouvrir un c'est ça. shop. Ouais. Et du coup, vous allez adapter aussi les réseaux sociaux. Vous allez lancer des réseaux dans chaque langue ou. Et alors ça, c'est une grande question. Je pense qu'on va pas faire ça. Parce qu'en fait, quand tu crées, après, nécessairement, t'as beaucoup moins d'abonnés, t'as beaucoup moins de... Donc là, ce qu'on fait depuis très longtemps maintenant, on fait français, anglais. Mm-hmm. Et voilà. C'est pas cool pour tous les autres. Non, mais en fait, on se pose vraiment la question. Mais quand tu regardes les marques, il y en a quand même pas beaucoup qui ont... Oui, qui ont un Instagram en français, en italien, Ouais. en espagnol. C'est clair que. C'est hyper compliqué. Et puis, alors qu'en plus, nous, on veut quand même beaucoup jouer sur le fait qu'on soit une marque française. Mhm. Donc, je pense que c'est chouette de garder un Instagram assez Frenchy, entre guillemets. Ouais. Oui, c'est clair, ça marche quand même pas mal à l'étranger, cet aspect français. Absolument. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, justement, au niveau de la communication et du marketing, parlons-en parce que c'est pas facile de promouvoir des sextoys. Tu peux pas forcément mettre en avant, et ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais tu peux pas mettre en avant, tu peux pas faire des pubs Facebook ou. Ouais. Enfin, maintenant, ça commence un petit peu à se démocratiser. Il y a eu des publicités dans le métro, etc. Mais ça reste assez tabou et souvent, pas tout le monde est aligné avec ça. Donc, comment est-ce que tu t'y es prise au début pour parler de la marque et quel type de canaux est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que entre-temps, ça s'est un petit peu décoincé et vous avez l'autorisation sur certaines plateformes de faire de la publicité? Ou est-ce que vous avez pris ce choix de faire plutôt de l'organique? Explique-nous un petit peu comment tu... On fait un peu des deux. En vrai, Donc, Facebook et Instagram, t'as pas le droit de le faire. C'est fou. Après, tu peux être un petit pirate et essayer de le faire quand même. Nous, c'est un peu ce qu'on fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive à en faire un petit peu, tu vois. Mais c'est vachement compliqué. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, c'est assez précaire comme façon de faire. Mais en fait, ça, c'est un truc que tu comprends dès le départ quand tu montes un compte Insta là-dessus. C'est que à tout moment, tu peux être shadowban. Donc, nous, par exemple, là, vous ferez le test tout à l'heure. Si ça se trouve, vous allez taper puissante. Et si vous mettez pas le tiret du bas, vous allez pas nous trouver, en fait. Parce que si tu mets pas notre nom en entier, tu ne nous trouves pas. Parce que on parle de plaisir féminin et que du coup, c'est absolument interdit et très mal. Donc, pour tous ces sujets-là, c'est clair que c'est vraiment pas évident. On peut pas. Tu vois, là, on essaie de faire du Google Shopping, je crois qu'on peut pas. Ouais. Tu peux faire des pubs Google Ads, mais tu peux pas faire de Google Shopping. Ouais. Je crois. Enfin, c'était comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Et puis même quand tu fais du contenu, nous, il y a des posts qui sautent alors qu'il y a absolument rien de dérangeant. Enfin, c'est vraiment pas du tout des photos. Ouais, c'est pas du nu ou c'est pas des. Enfin, c'est juste des conseils et ça saute quand même, quoi. Ouais. C'est fou, ça. Hein. Ouais. Vous êtes sur TikTok aussi? Ouais, on est sur TikTok. Et TikTok, c'est pareil, ça banne Tu vachement. peux pas faire de pub non plus. C'est fou, ça. Hein. Et il y a j'allais dire, il y a des posts qui sautent aussi de temps en temps sur TikTok ou... Je crois que ça leur est arrivé, d'avoir quelques vidéos qui sautent. Après, nous, on fait pas mal d'emailing. Enfin, tu vois, on a une newsletter qui part toutes les semaines, qui marche assez bien. Parce qu'on donne pas mal de conseils. On fait les découvertes de la semaine, donc on va te parler de 3 trucs qui se passent cette semaine et c'est assez sympa. Mais sinon, non, tout ce qui est payant, c'est pas le plus évident sur ce type de produit en tout cas. Ouais. Mais t'as vachement de bouche à oreille parce qu'on fait des bons produits, que les femmes en sont très contentes. On fait aussi quand même beaucoup de repartages sur les réseaux, justement des messages que nous envoient les personnes. Mais du coup, c'est top parce que c'est vrai que pour pas mal de boîtes, le marketing, ça représente un coût monstrueux et qui ont besoin de faire beaucoup de publicité pour continuer à tourner. Alors que vous, c'est génial justement de pouvoir... t'as dû trouver des solutions créatives et au final, votre business marche aussi parce que le bouche à oreille, on le sait, ça marche plus fort. Quand c'est tes propres clientes qui parlent de ta marque et qui font vivre la marque et que t'as une cliente qui t'en ramène 10 autres derrière... c'est beaucoup plus puissant pour la marque et pour la croissance de la marque. Donc, c'est assez ouf. Et
Vous avez déjà fait des placements, par exemple des panneaux publicitaires, des choses comme ça, ou même ça, c'est... Ouais, non. Ça, on pourrait le faire, mais on l'a encore jamais fait parce que pour parler avec pas mal de boîtes quand même, dans ce milieu ou non d'ailleurs, elles nous disent que le métro, en fait, c'est pas... Enfin, t'as pas un ROI de fou, tu vois. Ça te fait pas mal de notoriété, mais tu vas pas forcément beaucoup vendre. Et aujourd'hui, je pense que... Alors, je sais pas, j'imagine qu'il y a des boîtes qui, à notre stade, le font quand même. Nous, on se dit que pour l'instant, c'est pas forcément utile, tu vois. C'est peut-être un peu tôt. Et puis, on n'a pas plein de cash, en fait. Tu vois, nous, on n'a pas de levée d'argent. Notre boîte, elle est rentable et elle marche très bien. Mais on fait quand même très attention à ce qu'on fait avec notre argent, donc on veut pas... juste faire une photo dans le métro devant une pub. Je le ferai un jour, mais histoire de... pas encore, tu vois. Ouais. Quand tu pourras le mettre sur Times Square. Exactement. Mais ouais. Non, mais ça marche. Mais c'est clair que, enfin, faut aussi réfléchir au but derrière. Si c'est juste pour le faire, pour le tester, mais que t'es pas sûr que ça marche derrière ou qu'au final tu vas pas les retomber pour. C'est quand même des démarches qui sont hyper onéreuses. C'est pas la peine de le faire si au final mettre de l'investissement dans les réseaux sociaux, c'est plus cohérent pour vous, ou dans le développement d'un nouveau produit qui va se vendre soi-même parce que c'est les clientes qui vont l'acheter à nouveau parce qu'elles ont déjà acheté autre chose derrière. Donc, ouais, je pense qu'on va encore attendre un peu pour faire juste de la notoriété pour faire de la notoriété, quoi. Ouais. Et après, nous, ce qui marche vachement bien, c'est la télé. Donc, c'est rare qu'on y passe, mais dès qu'on y passe, c'est incroyable, quoi. Ouais. Qui va être mon associé, du coup? Ouais. Et comment ça s'est passé, justement, ça? Est-ce que c'est vous qui avez démarché? C'était à peu près toujours à la même époque, je pense, sur LinkedIn. Ils disent on cherche des boîtes et tout, et postuler. Et donc, on a postulé. Puis voilà, on est arrivé. Et du coup, ça a pas fait passé comme prévu, non? Non, pas trop, non. C'est le moins qu'on puisse dire, mais non, ça s'est pas très bien passé. C'était assez compliqué, mais au final, on était très contents parce que déjà, on a eu des retours assez incroyables. Franchement, on a eu des centaines de messages de gens nous disant mais ces gros boomers, ils ont rien compris, bravo pour ce que vous faites et tout. Enfin, c'était trop rigolo. Et on a fait pas mal de chiffres. Et maintenant, moi, quand je dis que j'ai monté une boîte de vibro, la plupart des gens me disent ah mais vous êtes passé à la télé, non? C'est vraiment un truc. Tout le monde te dit que la télé c'est terminé, que personne regarde, et en fait, je pense que c'est pas du tout encore terminé, quoi. Ouais. Mais finalement, il y a encore du monde. C'est un truc de fou, la télé. Et je pense que justement, à notre époque et avec le nombre de marques qui n'existent quasiment que sur Internet et sur les réseaux sociaux, les gens, le fait de passer à la télé, ça ancre vraiment la marque dans quelque chose de ok, enfin c'est du vrai, quoi. C'est pas du fake, c'est pas une arnaque, c'est pas une marque qui dans 2 ans n'existera plus. Enfin, ça pèse parce que t'es passé à la télé et pour plein de gens c'est hyper important. Donc c'est clair que c'est assez important et t'as quand même une exposition de ouf parce que peut-être que pour les gens, enfin pour les émissions qui existent déjà depuis des années, eux ils voient leur audience un peu baisser, mais pour une marque qui existe sur Internet, tu passes à la télé et t'as quand même des centaines de milliers de spectateurs qui regardent ça. Et quand tu vois le coût marketing d'avoir 100 000 paires de yeux qui voient ta pub, le coût il est monstrueux. Un passage à la télé, qui est gratuit, c'est fou, quoi. C'est dingue. Et du coup, vous avez fait d'autres. Quand tu dis vous êtes passé à la télé, c'est parce que vous passez dans des émissions ou parce qu'ils parlent de vos produits dans des émissions? Non, on parle rarement de nos produits comme ça. Mais on passe dans on est passé pas beaucoup de fois, mais tu vois, on est passé. Là, il y a pas longtemps, on est passé sur M6. Okay. On a fait tout un reportage. C'était rigolo, ils sont venus dans nos bureaux et tout. Nous interviewer. C'était marrant. Et puis, on est passé. Sinon, moi, j'étais passée sur Bel et Bien, sur France 2. C'est le samedi matin, à 9h30. Moi, pareil. Je connais pas. Mais moi, je regarde vraiment pas du tout. Ouais, nous, on regarde. Non, mais je pense qu'en plus, on n'est pas du tout les cibles, tu vois. Oui, et en fait, du coup, j'étais là, oui, je viens, avec plaisir, tu vois, parce que de toute façon, la télé, et l'émission était hyper sympa, mais je me disais, on verra ce que ça fait et tout. Et en fait, ça a cartonné, quoi. Et c'est marrant. Tu vois vraiment un pic de vente dès que tu... Ouais. Et du coup, vous le préparez comment, ça? Parce que tu t'anticipes, tu sais que il va y avoir un pic de vente, donc tu as le temps de précommander des trucs en plus, ou non, c'est... Alors non, parce que la télé, en vrai, ils te préviennent pas longtemps avant. Okay. Et nous, on a quand même des délais. Tu vois, si tu lances une prod, t'as 1 mois de prod, puis après, t'as 1 mois et demi pour que ça arrive en bateau. Oui. Donc tu peux pas faire en 2-2. Oui, tu peux pas anticiper. T'es obligé d'anticiper, tu peux pas le faire au dernier moment. Non, faut toujours avoir pas mal de stock, quoi. Ouais. Ça, là. Et du coup, vous stockez tout au même endroit? Enfin, en France, je veux dire, tout arrive au même endroit et vous le gardez. Ouais. Ok.
Et enfin, c'est un entrepôt que vous avez dû trouver vous. Enfin, est-ce que vous louez une partie à quelqu'un? Comment ça s'est fait pour trouver cet endroit où est-ce que vous allez stocker Je sais plus comment on l'avait trouvé. La première fois, on bossait avec une première boîte où ça s'est pas bien passé du tout. Et là, maintenant, on est chez BX Logistique, qui est une boîte qui ça se passe très bien. Ils ont pas mal de clients de marques de DNVB assez connues. Et c'est hyper pratique parce que tu fais absolument rien. Enfin, tu vois, nous, nos produits, on peut ne pas les voir. Ok. Si on s'en fait pas livrer chez nous, en fait, on les voit pas parce qu'ils arrivent directement là-bas. Après, il y a quand même Emma, du coup, qui bosse avec nous aux achats, qui va checker, etc. Voilà. Mais ensuite, dès que tu passes commande sur le site, en gros, ça arrive directement chez le logisticien et ça part. Et puis pareil, quand les filles, elles font des commandes pour les shops, elles passent commande sur un logiciel et ça part directement. Ok. Donc, il y a rien. Oui, donc ça transite jamais par vous. Ok. Ouais, ça c'est. Et du coup, vos bureaux, ils sont basés à Aix? Oui. Parce que c'était un choix de s'implanter là-bas, c'était stratégique ou non, vraiment c'était pour le kiff? C'était vraiment pour le soleil, ouais. C'était juste le soleil. En fait, quand on a monté la boîte, on était à Vannes. Et mon associé, qui est aussi mon mec, il est lillois. Et moi, je me suis dit, franchement, si on monte vraiment la boîte là et qu'on a des employés, je vais mourir ici, quoi. Enfin, je vais faire ma vie ici. Et je dis pas que je ne retournerai pas parce que c'est magnifique, mais pas tout de suite. Et donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on va dans le sud, et on va au soleil, histoire de. Et puis, j'avais jamais vécu dans un endroit où il faisait chaud et beau tout le temps. Ça change la vie, hein. Mais il fait beau tout le temps et ça change la vie. C'est vraiment agréable. Ouais. C'est incroyable. Tous les matins, le ciel est bleu. Tu te lèves, t'as la banane. Tu vois le jour, quoi. C'est ça. Et du coup, pour le recrutement, j'imagine que c'était un peu plus simple aussi parce que Aix, forcément, ça donne envie. Enfin, les gens ont envie d'y habiter, donc. Après, Aix, c'est pas évident du tout. Si on était à Paris, je pense que ce serait beaucoup plus simple. Ouais, après. Ah oui, je pense qu'en termes de recrutement, c'est comme nous sur Perpignan. Attends, Aix, c'est quand même mieux que Perpignan. Perpignan, c'est compliqué pour recruter du monde. C'est pas très grand, Aix non plus, finalement. Non, c'est pas très grand, mais t'as Marseille. Oui, c'est vrai. La plupart des gens avec qui on bosse, ils viennent de Marseille. Ouais. Parce qu'on fait 2 jours au bureau et 3 jours de télétravail. Ils viennent, tu vois, lundi, mardi, puis après télétravail. Et au niveau du recrutement, c'est toi qui gères encore le recrutement? Enfin, toi et ton associé ou? Ouais, de toute façon, on recrute pas non plus 15 personnes par semaine. Donc, on s'en sort. Ça dépend de l'équipe. Généralement, on fait, selon les besoins, c'est la personne de l'équipe, en gros, qui va faire tous les premiers entretiens. Et puis après, nous, on fait les autres. Et au niveau de l'association, comment ça se passe? Parce que du coup, nous, on travaille entre sœurs et je pense que l'avantage de ça, c'est qu'on se comprend. Enfin, en un claquement de doigts, c'est facile. Et puis, on a pris aussi la décision très, très, très rapidement de vraiment tout départager. Donc, on a chacune nos pôles et nos façons de gérer la boîte. Donc, bien sûr qu'il y a encore des décisions dont on comprend à deux, dont on parle à deux, mais il y a plein de choses. Je sais même pas ce qu'elle fait la moitié du temps, elle non plus. C'est vraiment hyper bien départagé. Donc, comment est-ce que vous avez choisi de collaborer? Comment est-ce que vous structurez les choses au quotidien? Et est-ce que c'est simple de bosser avec son mec? En vrai, ça dépend des périodes. Non, franchement, maintenant ça va bien depuis assez longtemps. Au début, c'était pas forcément évident parce que moi j'ai commencé à bosser dessus. En fait, j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019. On s'est rencontrés en janvier 2020 et on est sortis ensemble. Et après, on s'est associés quelques mois plus tard. Et donc, moi, c'était vraiment mon bébé. Et lui, il me disait, ouais, faudrait faire comme ça et tout. Non, pas du tout. C'est mon bébé. Certainement pas. Alors qu'en vrai, ces idées étaient bonnes aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment un truc au début quand tu fais ton truc et t'as pas du tout envie qu'on vienne te dire quoi que ce soit. Donc ça a été un peu, enfin voilà, le fait de se mettre à deux dessus et effectivement de se dire, bah toi tu fais ça, moi je fais ça, etc. C'était pas forcément le plus évident, mais maintenant ça se passe super bien parce que ça fait longtemps qu'on le fait, qu'on a vraiment déjà chacun notre place et puis je trouve ça hyper chouette parce que vu qu'on a une équipe, on a deux manières. On n'est pas complètement différents, mais quand même un peu, tu vois, de manager et tout. Donc moi, il y a des choses que je peux dire aux gens. Je sais que ça va très bien passer. Et lui, il aurait peut-être un peu plus de mal et inversement. Et donc c'est hyper chouette en fait d'être deux pour pouvoir jouer sur ce tableau-là, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est plus pratique. Mais après, t'as le côté chiant parce que bah oui, t'en parles tout le temps, que c'est ton quotidien. Sauf que le soir aussi, t'en parles. Ouais. Et pendant les vacances, même si tu essayes de pas en parler, tu vas forcément en parler parce que voilà. Mais après, nous, ça ne nous dérange pas. Mais il y a plein de gens qui supporteraient pas, je pense. Ouais. Mais justement, comment est-ce que vous gérez au quotidien aussi le fait de travailler ça, de vivre ça, de parler de ça, de bouffer puissante H24, quoi.
Ouais, comment vous trouvez un Est-ce équilibre est-ce que vous vous cadrez? Est-ce que vous dites, par exemple, le week-end on coupe, le soir à partir de tout à l'heure on coupe, ou est-ce que vraiment c'est encore en continu? Bah, on essaye, après, parfois on en parle quand même. Puis après, maintenant, ça commence à être un peu sur des rails, en vrai, donc on a encore 1000 trucs à faire, mais c'est moins prenant qu'au début, où vraiment t'es H24 comme un taré à jamais t'arrêter. Et après, je pense que... Enfin, moi, mes parents, tu vois, ils avaient une agence de voyage ensemble. Et donc, j'ai bouffé, pour le coup, du Nouvelle Frontière toute ma jeunesse. Et ça m'a pas... Enfin, voilà, c'était leur truc, et c'était comme ça. Et moi, ça me choque pas, en fait, de parler que de ça. Enfin, ça me dérange vraiment pas. C'est pas un truc qui me... Ouais. Mais je pense que comme tu dis, même pour nous, c'est pareil. C'est que je pense que si personne nous arrête, on pourrait parler de Ça saoule grave les gens autour de nous. Mais ouais, j'allais dire, je pense que c'est certainement, mais plus pour les autres. Ouais. Oui, clairement. Je pense que c'est plus pour les autres que ça doit être chiant. Donc parfois, on fait l'effort en repas de famille ou d'amis. Ah oui, bah ça, oui. On a... On parle pas, mais c'est vrai que c'est prenant, quoi. Alors autant plus en couple, t'as plus tendance. Bah ouais, tu fais un peu que ça. Mais bon, je sais pas si... Je pense que c'est un peu un choix de vie. C'est marrant, j'écoutais un podcast de... Je sais pas si vous voyez Mathilde Thomas, la fondatrice de Caudalie. Oui. Ça fait 28 ans qu'elle a monté Caudalie avec son mec, quoi. Et ils bossent encore... Et même pas qu'ils bossaient ensemble. Comme des Et 28 ans, c'est trop marrant. Qu'elle a 28 ans, la marque, c'est dingue. Et comment ils font, du coup? C'est quoi leur secret? Bah, je sais pas. Et elle dit qu'ils communiquent et que... Je sais pas, elle dit que ça se passe bien, quoi, parce qu'ils se connaissent par cœur. Moi, tu m'étonnes, à bout de 28 ans, on a bossé à 24 et à être marié et avoir 3 enfants. Je pense que... Après, il y a une stat, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, donc s'il faut, je vais complètement dire de la merde, mais je peux le dire quand même. À tout moment, ça peut arriver. Bien. Non, mais il y a une stat qu'en gros, les relations, enfin, je crois que le taux de divorce chez les couples qui sont associés dans la même boîte est beaucoup, beaucoup plus faible que les gens qui travaillent pas ensemble. Et c'est hyper bizarre parce que pour moi, justement, j'ai limite tendance à penser que ça peut rapidement être l'inverse parce que tu te vois toute la journée, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Mais en fait, pas du tout parce que du coup, t'as la même vision, t'avances ensemble, tu communiques vachement plus. Je pense que l'entrepreneuriat t'enseigne tellement de choses dans la vie, te force à te remettre en question, te force à rebondir, te force toujours à chercher une solution. Voilà, encore une fois, communiquer, etc. Donc, c'est des compétences dont tu as besoin aussi dans ton couple, parce que c'est pas tout le temps tout va bien, il y a des hauts et des bas. C'est clair. Donc, forcément, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de réfléchir à des solutions ensemble, tu as besoin de bref. Donc, il y a plein de similitudes. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, bah ouais, ok, je pense que ça peut être cohérent. Enfin, les personnes qui bossent ensemble. Tu comprends aussi ce que l'autre effectivement est en train de vivre. Traverse, et puis même si tu sais que toi t'as dû passer un gros obstacle là avec Puissante, ton conjoint du coup il le sait parce qu'il était là, il l'a vu, donc du coup tu te laisses un peu plus tu te laisses un peu plus tranquille que quand tu rentres du travail, que toi t'as passé une super bonne journée et ton conjoint pas du tout et tu comprends pas, quoi. Donc c'est vrai que au moins tu vis les galères et les victoires aussi, et je pense que les victoires c'est d'autant plus beau, c'est que du coup t'as encore plus envie de continuer pour l'un, pour l'autre, c'est beau, quoi. Nous, on est un peu des oufs, tu vois. Enfin, on est trop contents. Je sais pas, dès qu'il se passe des trucs, tu vois, on est là, putain, ça déchire. Enfin, t'es trop content parce que t'es à deux à être trop content et que toute ta vie repose sur ça, en fait. Donc t'as quand même un... Après, c'est à double tranchant, mais il faut vraiment pas que ça foire, quoi. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe, on s'en remettra, mais je veux dire... Oui, t'as tout qui repose là-dessus, donc c'est vraiment fou, quoi. Ça, Bon, après, je pense que c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, ce que t'entreprends, t'as pas envie que ça foire. C'est une certitude. Mais je trouve que t'as quand même cette... cette confiance de te dire, ce que j'ai appris avec cette aventure-là, je saurais forcément le transmettre dans autre chose. Et c'est pour ça aussi que souvent je pense que t'as plein de gens qui doivent te poser la question de mais comment tu fais, mais comment t'as lancé ça, et un peu tout ce qu'on t'a posé aussi aujourd'hui, c'est en mode t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, parce que t'as plein de gens avant de se lancer qui se posent 1 milliard de questions et qui ont une peur bleue de se planter. Mais ça, c'est le frein, et même nous, dans du coup les personnes qu'on accompagne dans l'investissement immobilier, la majorité n'osent même pas aller en visite, n'osent même pas commencer les recherches parce qu'elles ont une peur bleue de se planter, d'acheter le mauvais truc, d'investir, enfin bref, une peur bleue de se planter.
Alors qu'en fait, au pire, ça marche pas, tu te plantes. Mais c'est clair. Comme t'as dit, tu retournes chez tes parents et puis. Oui, c'est ou au ça, pire, ouais. Après, bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là non plus mais ça de peut être pouvoir, autre ils ont chose. moins de Ça, c'est sécurité. Moi, j'avais Mais fait juste, ça. en fait, c'est pas un échec si tu arrives à prendre les compétences que tu as apprises et les expériences et les contacts, le réseau que tu t'es fait et à l'appliquer à autre chose, quoi. Mais surtout que tout ce. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, par exemple, je me disais, puissante, j'aurais dû le monter bien avant. Parce que c'était vraiment pas évident. Moi, quand j'étais chez mes parents, justement. Enfin, t'es vraiment, tu vois, tu te dis, tiens, j'ai fait tout ça, et en fait, ma vie, elle va être horrible, quoi. Et c'était super dur, vraiment. Après, j'ai dit ça et j'ai vachement de chance. Hein. Je n'étais pas du tout dans le besoin ni rien, mais c'est juste que Enfin, personnellement, c'était pas évident. C'est quand tu te posais la question de. Enfin, quand démarrer, tu disais, j'ai fait les études Ouais. pour rien et j'ai Ouais. fait tout ça pour rien. Ouais, ok. Et en fait, tu vois, j'avais quand même fait. Donc, tu vois, j'étais allée à Paris. En stage de conseil, j'avais rencontré un mec avec qui on avait commencé à designer justement le vibro pour déconner, pour essayer de faire un truc, pour participer à un hackathon autour de la sexualité qui avait lieu à Paris à ce moment-là et machin. Et en fait, plus le temps passe, et là, c'est trop marrant parce que je te rencontre aujourd'hui. Je sais pas si tu vas le garder, mais on s'est rendu compte que. Enfin, moi, je connaissais ta boîte d'avant. Et tout se relie, quoi. Et c'est un truc de fou. Et en fait, tant que t'avances, au fur et à mesure, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va marcher parce que t'as tellement de trucs qui se relient, que c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça fonctionne, quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. Mais ce truc, de peur de se lancer ou de. Tu vois, moi, j'ai plein de gens qui me parlent de ce truc et me disent, mais surtout, t'en parles pas parce que je veux pas qu'on me vole l'idée. Je suis jamais, mec, mais en fait, à aucun moment, on va te voler l'idée. Tu vois, les gens, ils ont pas que ça à faire de monter des boîtes. Ça prend Mais non. vachement de temps, ça prend vachement d'énergie. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Enfin, à la fois c'est facile et en même temps c'est quand même pas un truc Ouais. que tu fais comme ça en une journée. Mais juste si effectivement, moi je dis toujours, si t'as une idée, mais parle-en à tout le monde, quoi. Ouais, Parce c'est que clair. à tout moment, un tel, elle a une cousine qui bosse chez un tel et que machin et que truc. Enfin, nous clair. c'est que ça. Ouais. Mais déjà, enfin, je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, même s'il y a quelque chose qui existe déjà sur le marché ou qu'au moment où toi, tu penses que tu as eu l'idée de ouf et qu'en Ouais. fait, 2 mois avant que tu lances ton produit, il a été lancé par quelqu'un d'autre, dans tous les cas, tu feras ta différence. Tu auras oui, toujours c'est ta clair. patte et ta différence. C'est clair. Et on en parlait aussi justement tout à l'heure, et c'est rigolo que tu te dises ça, mais le fait d'en parler, c'est pas. Déjà, ça peut te débloquer certaines choses. Ouais. Et en plus, comme tu dis, du coup, tu t'ouvres un réseau de ouf que si tu n'avais Mais rien dit, peut-être que, comme tu dis, la cousine ou la tante ou le truc, la personne qui va t'aider, Ouais. tu l'aurais jamais su. Ouais, Enfin, c'est ça, tu sais pas savoir, que. quoi. Exactement. C'est fou. Enfin, Ouais. Comme toi, tu dis, au final, tu as une pote à toi qui travaille déjà en Asie, qui peut aussi t'ouvrir un peu les portes et tout ça. Enfin, si tu l'avais pas dit, par exemple, que tu démarrais Ouais. cette boîte, t'aurais pas pensé. Enfin, Ouais. Non mais c'est quoi. clair. Non, mais c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on répète énormément, du coup, à nos élèves / clients. Je sais jamais si. Enfin, on peut un peu dire les deux, hein, c'est nos élèves, mais c'est aussi nos clients. C'est justement, on a tous beaucoup plus de réseaux que ce qu'on ne pense. C'est Parce clair. que peut-être que tu connais pas la personne directement, mais tu connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Et c'est parce que t'en as parlé que chez la personne, ça va faire tilt dans la tête. Ouais. Ouais. Et aussi, comme tu dis, d'en parler, personne va te voler l'idée. Et même si on te vole l'idée, nous, des formateurs dans l'immobilier, c'est pas révolutionnaire. C'est pas nous qui avons inventé ça, pas du tout. Ça existait déjà bien avant qu'on se lance. Mais, et les sextoys aussi. Bah, bien sûr. Mais tu développes les sextoys à ton image. Tu développes ton produit. Nous, on développe notre façon à nous d'accompagner les personnes. Et les personnes, elles achètent aussi Pour toi. en partie pour toi. Et Ah pour bah oui, ce c'est que clair. la marque représente. Ouais. Et comment toi, tu l'amènes. Et ça, c'est unique. Et personne peut te copier. Ah bah, carrément. Ils peuvent reprendre ton visuel, ils peuvent reprendre, même copier tes produits à terme, mais parce que c'est pas Puissante qui a créé ce truc-là, ils vont pas l'acheter, ils vont acheter Puissante parce que c'est Puissante et qu'ils adhèrent aussi aux valeurs de la marque Carrément. et de ce que toi t'as créé, quoi. Donc, Ouais. faut pas en avoir peur. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent beaucoup de questions et c'est normal. Parce qu'on avait tous des craintes de ouf avant de se lancer aussi, mais. Mais c'est clair, et surtout, après, je sais pas dans votre domaine, mais je pense que c'est toujours un peu pareil quand même. Ce truc de. Tu vois, moi, il y a pas longtemps, je connais une fille qui a monté une boîte, et son mec l'aidait, il m'a montré un tableau, mais incroyable, de suivi de trésor. Et je disais, mais il est trop beau ton tableau, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois, vous avez même pas commencé à vendre. Même moi, ça fait 3 ans qu'on existe, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre, j'ai pas un tableau pareil, tu vois, pour suivre mes trucs. Et en fait, ce truc aussi de vouloir absolument que tout soit nickel avant de. Et là, mais ça ne sert absolument à rien. Enfin, Ouais. moi, le premier truc, c'était juste de commencer à vendre des produits. Et puis après, on allait voir le reste, ce qui se passait, tu vois. Et vous, j'imagine que c'est pareil. Ce que tu disais, le premier truc, c'est d'aller visiter. Ou c'est de. Enfin, je sais pas, il y a une première Ouais. étape à faire. Ouais. Et ça sert à rien de se poser 1000 questions avant ou d'essayer de Ouais. créer, je sais pas quoi. T'obtiendras jamais le. Enfin, nous, quand on a démarré, il y a tellement de choses qui
qui sont pas du tout comme elles sont aujourd'hui. Et c'est Mais un oui. mindset qui est complètement différent. On a eu des personnes dans l'équipe aussi et on leur demandait de faire un truc et peut-être qu'une semaine après, tu te disais, bon, ben, en fait, il faut le changer, mais je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas une perte de temps, ce que Ouais. tu as fait. Et ça nous C'est a juste permis que- de voir que, en Exactement. fait, ça fonctionnait pas. Ou le tableau, peut-être que demain, il ressemblera pas du tout Ouais. à ce qu'il a dessiné à la Ouais. base, parce que tes besoins changent, parce que ton fonctionnement change, parce qu'il y a les gens qui rentrent dans l'équipe et que Eh ben ta oui, oui. communication, elle doit évoluer. Donc, en fait, il y a un truc que toi, tu dis assez souvent par rapport à, si t'as pas honte du premier... J'allais le sentir, je me connais tellement bien. si t'as pas honte du premier brouillon, on va dire, premier dessin ou premier contenu, produit, peu importe, si t'en as pas honte, c'est que tu t'es pas, tu t'es pas lancé assez tôt, quoi. Enfin, c'est que, c'est ça. Je vais la refaire. Vas-y. Si t'as J'ai pas compris honte, l'idée, mais si t'as pas honte de la première version de ton produit, tu t'es lancé trop tard. Tu t'es lancé trop. Ah, voilà. Ouais. C'est tout. Bon, bref. C'est pareil. On a compris l'idée dans le sens où, pareil, nous, quand je repense aux premiers réels qu'on postait, c'est rigolo parce que hier, on a regardé un peu nos premiers réels et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on en rit vraiment. c'est normal. On Oui, était mais c'est normal. Ah ouais. mais juste à ce moment-là, on l'a fait et il y a plein de gens qui nous disaient qu'est-ce que vous faites sur les réseaux? Parce que nous, c'était vraiment les réels à l'époque où tu sais, tu dansais un peu dessus et tout ça. Voilà, Ça se fait un peu moins aujourd'hui, tu vois, mais aujourd'hui, c'est vraiment les phrases motivation. Nous, c'était genre tu dansais sur tes réels. Et les gens, ils nous disaient vraiment, mais qu'est-ce que vous faites sur les réseaux, tu vois? Et mais en fait, aujourd'hui, on en rigole parce qu'on se dit, c'est ce qui nous a permis de faire notre différence sur le marché. Et après, tu trouves ta patte et tu changes. Et aujourd'hui, on n'est plus en train de danser devant notre caméra, mais... Mais c'est clair. Et du coup, je pense que ce que tu dis, c'est hyper important. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui passent trop de temps sur les mauvaises choses. Ah, mais oui. Mais je crois que je sais plus, c'est un réel de Pauline Legnaud que j'ai vu hier où elle disait, en gros, c'est une façon de procrastiner. Et en fait, tu procrastines parce que t'as peur de te lancer et parce que t'oses pas, en fait. Ouais. Et du coup, tu trouves des excuses Oui. parce que je peux pas lancer mon podcast, j'ai pas les micros, je peux pas me filmer sur les réseaux parce que j'ai pas la caméra, je peux pas lancer ma boîte parce que j'ai pas le tableau de trésorerie, machin. On s'en fout. En fait, lance-toi et adapte. Et je pense que vous, il y a plein de choses que vous avez fait justement où, enfin, c'est venu au fur et à mesure, quoi. Comme tu dis, le tableau, vous l'avez pas encore, ou pas aussi poussé. non, mais oui, c'est clair. Tout vient au fur et à mesure et effectivement, de toute manière, tout change, quoi. Ouais. On va faire un truc et puis en fait, 2 mois après, il sera obsolète et du coup. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Ouais. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je vois ça plutôt comme notre outlet un peu créatif aussi. C'est en tant qu'entrepreneur, faut toujours rebondir, faut toujours réagir, faut toujours recréer les process, les machins. Il y a tout qui change tout le temps. Mais c'est ça qui est aussi excitant. Et en fait, si tu bloques trop sur, faut que ce soit parfait avant que je le sorte, il y a rien qui avance, quoi. En fait, tu sors jamais le truc, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que vous avez rencontré justement des choses qui ont changé trop rapidement, ou des remises en question, ou des choses où tu t'es vraiment dit waouh, là ça va trop vite, ou non justement ça avance pas assez vite, ou ça vraiment je sais même pas comment m'adapter à ça. Enfin, est-ce que vous avez eu des grosses remises en question depuis le début, ou non c'était genre en mode vraiment fluide et t'es dans le train, ça avance, tu réfléchis pas trop à comment ça. Non, si j'imagine qu'on en a eu, j'en ai pas comme ça là. Mais ouais, rien qui t'a choqué, rien qui t'a traumatisé en tout cas. Moi, non. Enfin, c'est un peu. Il y a plein de trucs qui sont. Je vais pas réussir à formuler ce que je veux dire. Aucun challenge, tout roule. C'est ça. Non, c'est très simple. Non, pas du tout. C'est. Mais ça répond pas à ta question en fait. Non, mais c'est pas grave, tu peux, si t'as autre chose à. Ouais, tu peux formuler autrement, partir sur autre chose. Tu peux formuler ta propre réponse. Ouais, c'est vrai. Non, moi, il y a un truc qui me. Mais là, c'est beaucoup moins. Alors, je vais recommencer parce que c'était. Moi, mon problème, c'est la comparaison. Enfin, c'était la comparaison. Maintenant, j'y arrive mieux. Parce que je suis sur Instagram avec un compte perso et que je suis abonnée à personne avec qui je pourrais me comparer. En l'occurrence, j'ai acheté une maison il y a pas longtemps, donc en fait, je suis abonnée que à des trucs de déco. Donc ça me passe le temps et ça me fait du bien de regarder des trucs de déco et ça me donne des idées. Mais avant, je me comparais à toutes les entrepreneuses, quoi. Et c'était absolument horrible. Et en fait, c'est marrant parce que tu t'en rends pas compte, mais que quand même, tu te compares et que du coup, tu deviens cinglé. Enfin, moi, j'étais un peu complètement cinglée. Et ça, c'est un truc, je trouve, auquel il faut faire vachement gaffe. Surtout quand tu te lances, parce que j'imagine que
Du coup, tu regardes forcément aussi l'autre meuf qui se lance dans tel domaine et que machin. Enfin, j'imagine que tu te compares encore plus parce que t'as peur ou parce que t'as pas assez de followers par rapport à l'autre ou parce que voilà. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Oui. Ouais, absolument. Et comment t'as réussi à t'en détacher, tu dirais maintenant, parce que tu regardes franchement, plus, j'ai du coup fait de l'autruche, quoi. Ah oui. Non, mais je me suis détachée et parce que voilà, maintenant, ma puissante, ça marche bien et que je pense que j'ai beaucoup plus conscience que je suis quelqu'un de bien et que, enfin, je sais pas, bref, des trucs perso qui font que t'as plus besoin de te comparer, tu vois. Mais vraiment, et de toute façon, il y a des études qui sont faites sur Instagram, etc. Mais je pense que si t'es en train de te lancer et que t'as un peu tendance à aimer te comparer pour la raison que ce soit, désabonne-toi de tout parce que ça va juste te faire vachement de bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que je trouve que la comparaison, ça peut être intéressant quand c'est utilisé à bon escient. Et quand je pense qu'au tout début, avant que je lance ma première boîte, je regardais vachement les contenus YouTube, Insta, etc. Ouais. Pour m'en inspirer. Pas du tout pour me comparer, parce qu'en fait, limite, je regardais des gens qui étaient déjà tellement loin c'est ça. que je pouvais même pas me comparer parce que j'étais vraiment au tout début. Et donc, du coup, c'était plus, je m'en inspire. Mais c'est vrai qu'une fois que tu te lances et que tu vois que t'as quelqu'un d'autre qui s'est lancé en même temps que toi, qui décolle vachement plus vite, ou t'as l'impression que cette personne décolle plus vite, parce qu'il y a aussi après... Parce que c'est ce grand truc de Instagram, le chiffre d'affaires d'une boîte, en fait. Ouais, et même pas le chiffre d'affaires, mais surtout le bénéfice. Oui. Enfin, oui. Il y a des gens qui adorent parler de CA, et il y a des CA qui sont monstrueux et que t'aimerais bien faire, mais tu te dis, en fait, quand tu creuses un peu, ou les levées de fonds, je sais qu'à une époque, c'était vraiment les levées de fonds, et c'était, un tel allait les lever 10 millions, 50 millions, 100 millions, et t'es là en mode, putain, mais moi, en fait, non, j'ai même pas envie de lever ça parce que j'ai juste envie de garder être rentable, garder le contrôle de ma boîte, machin, de faire de la croissance organique. Et je trouve que ça, c'est tout aussi important. Et c'est vrai que t'as très vite fait de te lancer dans une comparaison qui est juste néfaste et qui t'amène nulle part. Et je suis d'accord, là, vaut mieux couper. Sur la vie aussi des gens, enfin, je veux dire, ils peuvent avoir un CA ou un bénéfice que t'aimerais atteindre, mais si la vie qu'ils ont derrière et ce que ça implique dans le perso ne te plaît pas, c'est pas montré non plus sur les réseaux. Oui, c'est clair. C'est pas la vie qu'ils ont. Est-ce que ils sont au bord du burn-out? Est-ce qu'ils sont déprimés? Est-ce que t'es bien entouré? Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais ou pas? Donc je pense que ça, de plus en plus, on est quand même un peu plus conscient aussi de l'importance de ça, de moins se comparer, d'avoir plus, de mettre du sens dans ce que tu fais aussi au quotidien, quoi. C'est clair. Après, c'est clair que c'est pas un exercice facile. Enfin, je pense que c'est très humain de se comparer à l'autre et de tomber malheureusement dans le côté un peu négatif de la comparaison. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire une légère petite parenthèse immobilière? Parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui nous posent la question c'est des personnes qui veulent acheter mais qui n'ont pas de CDI. Et du coup, comment est-ce que tu as fait, toi, pour acheter? Est-ce que la banque t'as pu acheter parce que ta boîte avait déjà 3 bilans? Est-ce que ça a posé problème ou non, pas du tout? Si, en vrai, si on avait voulu acheter 1 an plus tôt, on n'aurait pas pu, je pense. Ouais. Nous, on a 2 bilans. Et la banque a bien voulu nous suivre parce qu'ils commencent à bien nous connaître, qu'on a déjà un prêt chez eux avec Puissante, qu'on s'entend très bien avec elle, et qu'elle nous a fait passer dans ces petits papiers, quoi. Okay. Enfin, tu sais, je crois que les banques, ils ont un truc au-dessus qui valide le dossier ou pas, et elle nous a fait valider... en gros, si on n'était pas... C'est pas qu'on soit potes avec elle, mais bref. Voilà, effectivement, ça aurait été plus compliqué. Et nous, tout le monde nous avait dit... de toute manière, ça sert absolument à rien de visiter des maisons parce que vous pourrez pas vu que vous avez pas 3 ans de bilan. Et au final, ça a quand même marché. Mais franchement, parce qu'on s'entend bien avec elle. Je sais pas si effectivement, quand t'es pas en CDI, ce truc des 3 ans, moi j'en ai aussi beaucoup entendu parler, donc je sais pas si... Ouais. Non, après, c'est... Mais c'est vrai que c'est une généralité. Enfin, c'est la première chose que vont dire les banquiers en soi. Peut-être que ta conseillère, c'est le premier truc qu'elle aurait dit aussi si elle connaissait pas les antécédents. Mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi aux gens qu'on accompagne, c'est que si tu es à ton compte et que tu as un profil qui est assez stable, on va dire, ou que tu as ta boîte là-bas et que tu peux montrer, oui, j'ai que 1 ou 2 bilans, mais voici ce que je fais, et vous me connaissez. Je pense que ça marche. Et ça marche du coup. Donc c'est vrai que si tu arrives de nulle part et que tu te dis, je suis à mon compte, j'ai 2 bilans, le premier qui te connaît pas, il va peut-être te dire, allons un peu plus en profondeur dans le dossier.
Mais c'est vrai qu'une fois que tu connais, une fois que tu as un conseiller en face qui comprend ce que tu fais, comment marche ton business, qui le voit déjà depuis 2 ans, c'est quand même un peu plus rassurant, quoi. C'est clair. Ouais, c'est Et clair. après, ça dépend du business aussi. Enfin, ça dépend Ouais. de ta profession, quoi. Bien sûr. Tu vois, ma cousine, elle est kiné, elle a emprunté, elle avait passé 3 bilans, mais Mais ça quand tu pose vas aucun kiné, problème. quoi, Ouais. tu sais très bien que Tu sais que tu auras toujours du en temps. principe, il va pas se passer grand-chose. Voilà, dans le médical et tout, tu te doutes qu'il y aura pas de Ouais. souci, quoi. Bon, après, dans les sextoys, il y aura toujours du taf aussi parce que. Ouais. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a la douleur savant et le plaisir savant aussi. Donc, ça reste un besoin naturel et ça reste quelque chose. Enfin, je pense même qu'à terme, et je pense le problème, c'est que c'est pas encore dans la mentalité de beaucoup de gens, mais je pense que c'est un créneau qui sera encore plus développé dans les années à venir parce que ça va rentrer littéralement dans le bien-être personnel, quoi, dans le. Bah, c'est clair, ouais. Enfin, ouais, dans genre la santé, en gros. Ouais. Je pense que ça fait partie, genre, c'est comme la méditation et le yoga, enfin, la masturbation, ça fait partie de prendre soin de soi et prendre. Et genre, limite, anticiper, genre, des dépressions, des burn-out, des maladies, Enfin, bref. Et oui, hein. Et de toute façon, on le voit, t'as des médecins, tu vois, qui pas qui le prescrivent, mais qui le conseillent, incitent quoi, ouais. vraiment à utiliser des vibros et tout pour aller mieux, quoi. Putain, t'imagines un médecin qui prescrit un vibro? Ce serait trop stylé. Mais il y a une fille, en vrai, qui nous a envoyé son ordonnance et c'était marqué un coco. Mais la médecin, elle met ça pour déconner, tu vois. Mais non! C'est pas vrai, mais... Enfin, elle a quand même mis ça, quoi. Et ça C'est énorme. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, ouais, non, il n'y a pas de vibro vendu en pharmacie. Ça n'existe pas. Si, nous, on est dans certaines pharmacies. C'est vrai? Ouais. Génial. Oui, il commence à s'ouvrir là-dessus. Et après, dans les pays, tu vois, il me semble que c'est en Suède où tu as certains vibros qui sont remboursés. J'allais par la dire dans Sécu. les pays nordiques. Mais putain, ils sont tellement plus avancés. Bah oui. Mais c'est Carrément. génial! J'espère qu'on verra ça en France un jour. Ah ouais, il faudrait vraiment Ouais. qu'on prenne pense un qu'on peu y est. de... On n'y est pas. Mais oui, peut-être qu'un jour, ils vont se détendre là-dessus. Mais c'est chouette. Et du coup, ça me refait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure et du coup, votre expansion aux États-Unis. Pourquoi ce pays-là? Et est-ce que tu penses pas que justement, ils sont trop genre puritains limite ou non, c'est parce qu'ils sont un peu puritains que niveau sexualité, ça va justement, ça cartonne. Et bah ouais, non, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, on nous dit ça. Et pas du tout, en fait. Enfin, ils sont puritains, mais tu vois, il y a des marques là-bas, leur communication, par exemple, elle est beaucoup plus trash que nous, entre guillemets. Nous, tu vois, on est très soft et on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer que c'est normal, et que c'est bien, etc. Et eux, je crois que t'as pas du tout besoin de faire de pédagogie. Ils sont déjà bien au courant que c'est bien, Que c'est bien. et que c'est normal. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts. Alors après, pas tous, parce qu'encore une fois, c'est plein d'états dans un état, donc c'est un peu... Mais je pense que, tu vois, notre communication, on devra la changer pour être beaucoup moins... On va pas être moins soft, mais on va être plus Oui, moins fancy éducatif. et puis moins éducatif, ouais, parce que Ok. ils ont pas spécialement besoin, en fait. Et ouais. C'est beaucoup plus tranquille là-bas. Mais de toute façon, les pays anglo-saxons, rentrer dans un sex shop et tout, c'est pas du tout un sujet. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait normal, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas du tout effectivement aussi comme si tabou. t'allais t'acheter de la crème hydratante parce que t'en as besoin pour ton visage. Là, tu vas t'acheter un vibro parce que t'en as besoin pour ton corps. Enfin, il n'y a pas du tout de... Ouais. Prendre soin de sa vie sexuelle, c'est un vrai truc pour eux. Ouais. Là où nous, c'est... Ah ouais. Mais même encore aujourd'hui, c'est vrai que il y a encore des gens pour qui les sextoys c'est rigolo, c'est tabou, Mais c'est comme tu dis, tes copines au début, après, Ouais. c'était aussi un peu plus jeune, mais il y a ce truc de, tu sais, tu vas prendre un peu la température avec tes potes de, vous avez déjà utilisé un vibro? Genre, il y a plein de filles à qui ça arrive. Moi, j'ai des potes encore qui me posent la question. T'as l'impression qu'elles te demandent ça avec des pincettes, t'es là, ouais, il y a pas de souci. mais C'est même tout à fait normal. parler de masturbation, parler d'orgasme, c'est Ouais. genre ultra tabou. Enfin, ça commence à se libérer un peu, mais c'est vrai que t'as encore il y a encore des nanas à 25 ans qui n'ont jamais eu d'orgasme, qui n'ont jamais Oui. parlé d'orgasme, qui pensent que c'est tout à fait normal qui limite pensent que l'orgasme c'est genre c'est un mythe quoi, que ça n'existe pas. Et c'est juste ouf. Je pense que c'est limite pas normal qu'on n'en parle pas encore assez ouais. quoi. Ouais. Faut que ce soit plus ouvert. Faut que ce soit enseigné pas enseigné à l'école, ça serait hyper chelou. Mais en mode que ce soit plus courant, que ce soit plus courant. Ouais. Est-ce que du coup vous êtes dans des démarches d'éducation avec d'autres, des médias par exemple ou d'autres On sources? fait, tu vois, on avait fait une interview, par exemple, avec Brut, Ouais. qui avait été pas mal visionnée. Mais après, non.
fait pas spécialement. À un moment, on s'était dit. Enfin, il y avait des gens qui nous avaient dit justement, vous devriez aller faire des interventions, tu vois, dans les lycées, dans les trucs comme ça. Mais je sais pas trop. Je trouve que c'est pas trop notre place. Parce qu'ils sont quand même jeunes dans les lycées. Et bien que, effectivement, ce serait hyper cool qu'ils soient beaucoup plus éduqués à ça, je pense que c'est pas forcément à nous de le faire. Mais franchement, moi je le vois depuis le Covid, c'est incroyable le nombre de contenus maintenant qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ouais. Après, je sais pas, parce que c'est toujours pareil, les jeunes, le problème c'est qu'ils regardent du porno, donc ils sont très mal éduqués, mais ils ont aussi quand même accès à Insta et à des super comptes avec plein de choses différentes, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'influenceurs, je sais pas comment tu les qualifies, mais influenceuses sexo, ouais. Sexo, ouais, qui parlent très très bien de ça. Et après, maintenant, t'as d'autres trucs, je sais pas si c'est hyper véridique, mais t'as des séries sur Netflix aussi qui parlent un peu de plus de plaisir, alors que, il y a 5 ans en arrière, trouver une série qui parle de sexualité sur Netflix, c'était genre impensable. C'est pas possible. C'est clair. Donc, non, c'est très très cool de voir que tout bouge, et c'est très cool de voir du coup des personnes comme toi qui participent à cette éducation, parce que c'est hyper important, donc très très cool. On essaie, hein. Du coup, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode, mais avant qu'on se quitte, on a 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource ou une personne, alors je sais qu'on parlait pas du tout de comparaison, mais quelqu'un qui serait aussi dans une bienveillance, quelqu'un que tu aimerais partager avec nous, qui pourrait venir sur ce podcast, ou un livre ou quelque chose, une ressource, quelqu'un, une quelque ressource chose qu'on pourrait conseiller, qu'on pourrait mettre en avant sur le podcast. Moi, je parle souvent d'un livre qui s'appelle Anna, et c'est l'histoire d'Elena Rubinstein. Je sais pas si vous voyez, c'est une marque de cosmétiques. Et bref, c'est un bouquin, et moi j'ai lu ce truc-là, et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de monter puissante aussi. Okay. C'est une jeune et il lui arrive plein de trucs, et elle monte cette boîte, et c'est un putain d'empire. Donc nous on connaît moins maintenant parce que la marque est assez âgée entre guillemets, mais elle a monté un empire monstrueux à elle toute seule, et c'est un exemple incroyable, cette femme. Donc ça c'est une autobiographie du coup? Non, c'est romancé. C'est romancé, mais c'est hyper. Moi j'avais adoré. Excellent. On partagera. Ouais, on le mettra dans la description pour les personnes. Même aussi. Ouais, franchement, il est trop stylé. Il m'a vraiment marqué. Très et bien. Après, sinon, non, j'ai pas trop. Bah si, moi j'ai suivi pas mal aussi, Pauline Legnaud. Qu'on adore. Mathieu Stéphanie. Ouais, t'étais passé sur le Do It Yourself. Je kiffe Do It Yourself. Je bouffe tous les épisodes. Ah oui? Ah ouais, genre Do It Yourself. Le panier. J'y étais hier. Non, c'est vrai? Trop stylé. Je vais l'écouter du coup. J'adore le panier, j'adore. Ouais, il est vachement sympa, Laurent. Excellent. Bah écoute, pour les personnes qui du coup sont intéressées, j'imagine que ça sortira pas de suite. Cet épisode non plus, donc. Mais en tout cas, peut-être que d'ici là, ça sera sorti. Peut-être. Et du coup, la dernière question qu'on aura pour toi, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à Puissante? Moi, que mes travaux se terminent bientôt. Ce serait hyper chouette. Non, je sais pas, que ce soit cool. Et à Puissante, qu'on arrive à se développer comme on le souhaite, et qu'il y ait plus de femmes encore qui nous connaissent. Plus de femmes qui soient dans le cinéma épanoui. C'est ça. Excellent. Bah écoute, on te souhaite tout ça. Et merci beaucoup. Et merci énormément. C'était très chouette de pouvoir échanger avec toi, et on est très content de pouvoir contribuer un peu à ça aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, carrément. Donc on mettra du coup dans la description le lien vers le site, vers le compte Instagram, pour que les personnes puissent vous retrouver, et pourquoi pas commander un petit sextoy. Un petit coco, carrément. Un petit coco. Bon, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets.
Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine.